Alors, l'électrocardiogramme est un cours donc très important de votre module et j'espère que je vais être très simple parce que la compréhension toujours de l'électrocardiogramme est un peu difficile. Alors, je vais aller doucement, vous pouvez poser des questions quand vous voulez. Alors, nous allons faire aujourd'hui l'aspect normal et lundi prochain, nous allons faire l'aspect pathologique. On va faire quelques petites révisions avant d'entamer l'électro. La première chose importante, nous allons donc voir l'activation cardiaque normale. L'activation cardiaque normale est très importante à connaître. C'est que d'abord, le cœur est un organe automatique qui fonctionne avec l'électricité. Mais c'est de l'électricité automatique. C'est-à-dire que si vous faites un travail pratique, que vous enlevez le cœur d'une grenouille, que vous le mettez dans du sérum physiologique, il va continuer à battre. Donc c'est déjà donc un élément important. Cet automatisme est lié à des cellules dites spécialisées. Alors les cellules donc sont spécialisées dans l'automatisme. C'est pour ça que le cœur est automatique. Alors il y a une genèse de l'influx, création de l'influx, puis la création de l'influx, il y a une autre propriété très importante, c'est qu'elle se propage. Et elle se propage non seulement au niveau du cœur, donc elle va aller dans l'ensemble de la masse cardiaque, mais elle va se propager à l'ensemble de l'organisme. Donc ça, ce sont des éléments donc très importants à connaître. Et pourquoi il y a cette activité électrique? Si le cœur ne fonctionnait que, ou donc dans le cadre d'une activité électrique, ça ne serait pas suffisant. Cette activité électrique est intimement liée à l'activité contractile. Et c'est l'activité contractile qui va être responsable, et évidemment, du débit sanguin. Parce que le rôle du cœur, c'est d'évidence même, c'est d'apporter un débit de sang constant et permanent à tous les organes. Alors, ce tissu contractile s'appelle tissu nodal. Il est constitué donc d'un ensemble de tissus automatiques. Donc, c'est le tissu. Alors, le tissu nodal, voici la définition. Le tissu nodal est un tissu composé de différentes structures anatomiques permettant, ce sont des cellules myocardiques bien sûr, permettant la propagation de l'activité électrique des oreillettes vers les ventricules, permettant la propagation de l'activité électrique des oreillettes vers les ventricules. Donc, nous avons donc d'abord une activité électrique au niveau des oreillettes qui va se propager ensuite vers les ventricules. Alors, voici un enregistrement que vous connaissez, qui est l'enregistrement du potentiel d'action. Vous avez ici un potentiel d'action, et regardez donc très bien que ce potentiel d'action, comme vous le voyez, a donc des phases. La phase 0, la phase 1, la phase 2, la phase 3 et la phase 4. Et vous voyez que le potentiel d'action donc se déclenche à peu près à moins 90 millivolts par la loi du tout ou rien. La phase 0, c'est la pénétration de sodium dans la cellule, et après, c'est l'overshoot. Ensuite, nous avons une phase de stabilité membranaire où nous avons une entrée de calcium qui va permettre la contraction de la cellule. Et nous avons une phase 3 de repolarisation qui est très importante, et c'est une repolarisation cellulaire. Et une phase 4 ici de repos. Vous voyez, la phase 4 est à un niveau de moins 90 millivolts, elle est là, elle est donc au repos. Et là, il n'y a pas du tout de dépolarisation. Alors donc, ceci donc, est très important. Ça, c'est une cellule myocardique commune. Si cette cellule va rester comme ça, à la phase 4, de 0, de moins 90 millivolts, si on ne l'excite pas, elle ne va pas se déclencher. La cellule nodale, par contre, regardez bien ici, voilà une cellule nodale.
Elle est ici à peu près à moins 60 millivolts, comme vous le voyez, à moins 60 millivolts. Elle se déclenche après donc un seuil, ça c'est le potentiel seuil à peu près à moins 40 millivolts. Et quand elle se déclenche, elle va donner un potentiel d'action comme ceci rond, c'est pas le même, avec une phase 0, une phase 2, 3 et 4. Et regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de la phase 4, il y a une dépolarisation spontanée diastolique. Alors cette dépolarisation spontanée diastolique, comme vous le voyez, va permettre, c'est très important de noter ça, il faut bien le noter, va permettre d'arriver au seuil de moins 40 millivolts, et là, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, là, hop, la cellule nodale se déclenche. La cellule nodale se déclenche et il va y avoir donc une dépolarisation cellulaire automatique. Cette cellule n'a pas cette phase 4, elle n'augmente pas, elle reste toujours au même niveau. Donc, elle n'a pas cette possibilité de dépolarisation spontanée diastolique, et donc cette cellule ne va pas mourir, mais elle va rester à moins 90 millivolts. Il faudrait que la cellule nodale puisse l'exciter ici pour qu'elle se déclenche. Alors voici donc les différentes phases que nous venons de voir. Vous voyez très bien que la cellule est chargée positivement à l'extérieur, négativement à l'intérieur, qui a un potentiel d'action entre l'extérieur et l'intérieur, qui a du sodium à l'extérieur et du potassium à l'intérieur, et qu'elle est chargée donc de cette façon. Alors lorsque la cellule se dépolarise, donc voilà une cellule au repos, il y a des charges positives à l'extérieur, des charges négatives à l'intérieur, et regardez, quand elle se dépolarise, eh bien, il va y avoir naissance de charges négatives à l'extérieur et de charges positives à l'intérieur. Et regardez, la naissance de phase de charge négative à l'extérieur va faire naître ce qu'on appelle un dipôle. Un dipôle, c'est un couple, un couple donc de charges, une charge négative, une charge positive. Et la tête de ce couple de charges, donc, va être ici positif et va circuler donc de cette façon-là des charges négatives vers les charges positives. Quand la dépolarisation se termine, il va y avoir que des charges négatives à l'extérieur et que de charges positives à l'intérieur. Et puis, il va y avoir par la suite, après la phase 3, il va y avoir donc une phase donc, de stabilité donc, membranaire. À ce moment-là, il va y avoir une inversion donc, de charge. Le sodium va sortir de la cellule, puisque ça y est, il a dépolarisé, et le potassium va au contraire entrer dans la cellule. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va y avoir donc intervention de la pompe à sodium-potassium. Et voici donc le vecteur instantané de dépolarisation, vous le voyez très bien. Donc la dépolarisation se fait des charges négatives vers les charges positives. Et vous voyez ici, nous sommes ici donc une électrode négative, ici une électrode positive. Et vous voyez donc qu'il va y avoir un passage des charges négatives vers les charges positives. Alors, donc, ceci donc, est important sur le plan électrocardiographique de connaître et de bien saisir cette notion de déflexion. Alors, regardez bien, on a bien vu la dépolarisation, vous avez des charges négatives à l'extérieur et des charges positives. La dépolarisation se fait dans ce sens, voilà la flèche, elle va d'une électrode négative vers une électrode positive. Alors, si on met une électrode positive ici, celle que vous voyez ici, que va voir arriver vers elle cette électrode positive? Elle va voir arriver vers elle des charges positives. Elle va donc enregistrer une déflexion positive. Voilà la déflexion positive ici, donc qui naît parce que cette électrode voit des charges positives devant elle et voit arriver un vecteur à tête positive, donc elle va enregistrer une déflexion positive. Par contre, si vous avez ici une électrode qui est mise ici, elle voit, elle, fuir ce vecteur à tête positive.
elle va voir que des négativités augmentées. Si elle va voir que des négativités augmentées, donc elle va enregistrer que des négativités. Et là, vous aurez une déflexion négative. Donc, déflexion négative, le vecteur de dépolarisation fuit l'électrode exploratrice, et la déflexion positive, le vecteur de dépolarisation se dirige vers la déflexion positive. Alors, l'activité électrique va naître et démarrer du nœud sinusal. Donc, vous connaissez très bien où se trouve le nœud sinusal. Le nœud sinusal se trouve au niveau de l'oreillette droite, au pied de la veine cave supérieure. Donc, ceci donc est très important. Alors, la propagation va se faire de proche en proche dans les oreillettes, c'est-à-dire qu'une cellule va dépolariser la cellule voisine et ainsi de suite. Et par la suite, il va y avoir dépolarisation du nœud auriculo-ventriculaire. Mais la dépolarisation des oreillettes peut se faire, en particulier de l'oreillette gauche, on va le voir tout à l'heure dans le schéma, par ce qu'on appelle le faisceau de Bachmann. Le faisceau de Bachmann permet la dépolarisation de l'oreillette gauche. Alors, pour arriver au nœud auriculo-ventriculaire, il va y avoir une dépolarisation des faisceaux internodaux, antérieurs, moyens et postérieurs, comme nous allons le voir, et qui pour certains n'existent pas. Certains auteurs disent que ça n'existe pas. Alors, ce sont donc des fibres de dépolarisation préférentielle, c'est-à-dire qu'elles permettent à la vitesse de dépolarisation d'aller plus vite. Alors, quand on arrive au nœud auriculo-ventriculaire, que se passe-t-il? Il va y avoir un ralentissement de la conduction. La conduction va se ralentir. Elle va se ralentir. Et là, évidemment, pourquoi? Parce que lorsque vous avez une tachycardie, par exemple, très importante au niveau des oreillettes, ce n'est pas l'ensemble des stimuli de l'oreillette qui va traverser le nœud auriculo-ventriculaire. C'est une forme, si vous voulez, de protection des ventricules contre des accès de tachycardie importants. Alors, il y a un ralentissement de la conduction. Alors, les cellules ici du nœud atrioventriculaire ou auriculo-ventriculaire qui s'appelle nœud d'Ashov-Tawara. Le nœud sinusal s'appelle, comme vous le savez, nœud de Kate-Flack. Le nœud atrioventriculaire s'appelle nœud d'Ashov-Tawara. Les cellules qui contiennent le nœud d'Ashov-Tawara, que contient le nœud d'Ashov-Tawara, sont des cellules dites calcicodépendantes, c'est-à-dire que leur dépolarisation va dépendre du calcium. Alors, on arrive ensuite au faisceau de His. On arrive donc au faisceau de His. Le faisceau de His va se diviser en deux branches, une branche droite, une branche gauche. Donc, c'est très important de savoir que nous avons donc deux branches du faisceau de His. Alors, il est certain que la branche gauche va se dépolariser en deux hémibranches, l'hémibranche antérieure gauche et l'hémibranche postérieure gauche. Et ensuite, on va arriver à un réseau de myofibrilles, des petites fibres nerveuses, toutes fines, qu'on appelle le réseau de Purkinje et qui va donc permettre la dépolarisation complète du myocarde. Alors voilà le tissu nodal, le schéma du tissu nodal. Vous avez ici donc le nœud sinusal. On le voit donc très bien ici. Voilà la veine cave supérieure, donc il est au toit de l'oreillette droite. Donc le faisceau internodal antérieur, moyen, postérieur. Et vous avez ici le faisceau de Bachmann, on le voit donc très bien, et le faisceau de Bachmann va dépolariser l'oreillette gauche. L'oreillette gauche est ici. L'oreillette droite est là, et ça, c'est le septum interauriculaire. On a le nœud auriculo-ventriculaire, c'est celui-là.
le nœud auriculo-ventriculaire, qui est le nœud d'Ashov-Tawara, qui est très important, on appelle nœud auriculo-ventriculaire. Il nous reste 10 minutes. Hein. Alors, quand les 10 minutes se terminent, nous allons donc encore basculer sur une autre séance. Vous restez donc toujours branchés, hein, s'il vous plaît. Comme on a fait hier. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ici? Ce tronc-là. Ce tronc s'appelle le tronc du faisceau de His. Alors, dans le nœud d'Ashov-Tawara, nœud auriculo-ventriculaire, ici, il y a un ralentissement de la conduction. Mais, au niveau du tronc du faisceau de His, la vitesse de conduction est très rapide. La vitesse de conduction est très rapide dans le tronc du faisceau de His. Et puis, elle aboutit à deux branches, une branche gauche et une branche droite. Alors, la branche gauche va se diviser en deux hémibranches. Hémibranche antérieure gauche, postérieure gauche. Alors, voilà donc la définition de l'électrocardiogramme. Alors ça, c'est ma définition, c'est moi qui l'ai faite. Donc, vous pouvez me faire confiance. L'électrocardiogramme est un tracé scalaire de la dépolarisation et de la repolarisation des cellules myocardiques transmises à la surface du corps et recueillies par un système d'électrodes qu'on appelle dérivation. Alors, je reprends pour vous la définition. L'électrocardiogramme est un tracé scalaire. Scalaire, donc, c'est un tracé donc, qui se fait sur un enregistrement sur papier avec évidemment des mesures en abscisse, des mesures en ordonnée qui permettent de calculer la durée, qui permettent de calculer l'amplitude, etc. Là, il est certain que ce tracé va enregistrer une activité électrique. Alors, quelle est l'activité électrique d'une cellule myocardique? C'est qu'elle se dépolarise et se repolarise. Donc, on va faire un enregistrement de la dépolarisation et de la repolarisation des cellules myocardiques. Cette dépolarisation et cette repolarisation va être transmise à la surface du corps et les deux vont être recueillis par ce qu'on appelle un système d'électrodes, qu'on va appeler dérivation. Alors, voici la technique d'enregistrement sur papier millimétré. Voilà donc ici le déroulement va se faire à une vitesse de 25 mm par seconde. 1 mm est égal à 0,04 secondes de temps. Je m'explique, donc nous sommes ici, ce petit carreau, en abscisse, en ordonnée nous sommes là, donc en abscisse nous avons un tout petit carreau. Lorsque on fait dérouler le papier à vitesse constante de 25 mm par seconde, et c'est la vitesse habituelle, standard de déroulement du papier, dans les pays donc l'Europe de l'Est, on fait à 50 mm par seconde. Ici, on fait à 25 mm par seconde. Et ben, le petit carreau va faire 0,04 secondes. Maintenant, en amplitude. En amplitude, le millimètre ici, c'est comme celui-là. Le millimètre va faire 0,1 millivolt. L'amplitude, c'est le millivolt. L'unité étant le millivolt. Le temps, bien sûr, l'unité étant la seconde. Ici, c'est le millivolt ou bien en millimètres. 1 millimètre égale 0,1 millivolt. Donc, c'est important que si vous faites 10 millimètres, vous allez avoir 1 centimètre, et bien ça vous fera 1 millivolt entier. Alors maintenant, il est certain que pour faire un enregistrement de l'électrocardiogramme, il faut faire un enregistrement universel. C'est-à-dire que c'est un enregistrement qui doit être fait évidemment de la même façon dans tous les pays du monde pour que l'électro puisse être lu
en Algérie, aux États-Unis, en France, au Mali, en Russie, partout. Donc, il faut qu'on lise le même langage. Alors là, donc, on doit placer les électrodes de la même façon. Alors là, c'est très simple, il faut bien me suivre. Alors, il y a ce qu'on appelle les dérivations périphériques. Alors, c'est quoi une dérivation? Une dérivation, c'est un ensemble de deux électrodes, une négative et une positive. Alors, on va placer une électrode négative et une électrode positive. Ça va nous donner une dérivation. Et le sens du courant va aller de l'électrode négative vers l'électrode positive. Alors, il y a les dérivations périphériques. Pourquoi périphériques? Parce qu'elles sont au niveau de l'extrémité des membres. On va placer des électrodes au niveau de l'extrémité des membres. Alors, on va placer combien? On va placer 4 électrodes. Alors, donc, il faut bien me suivre. Vous avez ici, donc, le bras droit. On va placer une électrode qui a la couleur rouge. La jambe droite, l'électrode qui a la couleur noire. La jambe gauche, l'électrode qui a la couleur verte. Et le bras gauche, l'électrode qui a la couleur jaune. Alors là, ça va vous donner rien ne va jamais, si vous voulez, ou bien rouge et noir, qui est l'USM Alger, et vert et jaune, qui est la JSK. Vous avez donc un match entre l'USMA, en haut, qui est à droite, et à gauche, vous avez la JSK. Alors, ces 4 électrodes permettent d'enregistrer en fait 6 dérivations, pas que 4. Je vous explique ça, on va tout de suite les voir. D'abord, ce qu'on appelle les dérivations standards. Les voilà, D1, D2, D3, c'est un triangle d'Einthoven, qu'on voit ici, un triangle équilatéral. Ce triangle équilatéral a bien sûr 60 degrés d'angle, évidemment, avec des côtés tout à fait égaux. Donc, ce triangle équilatéral a le cœur au centre, c'est le postulat d'Einthoven. Donc, c'est l'équivalent donc le risque d'erreur est moindre. C'est pas exactement un triangle équilatéral, si vous voyez, vous faites ça, mais le risque d'erreur a été très petit, donc on l'a pris comme triangle équilatéral. Alors, la première dérivation standard, on l'a appelée D1. Alors, dans D1, nous allons placer l'électrode négative au bras droit et l'électrode positive au bras gauche. D2, nous allons placer l'électrode négative au bras droit et l'électrode positive au niveau de la jambe gauche. Et la dérivation D3, nous allons placer l'électrode négative au niveau du bras gauche et l'électrode positive au niveau de la jambe gauche. Alors vous allez me dire, et cette jambe-là, que fait-elle? Puisqu'on place au niveau de la jambe droite une électrode qui est de couleur noire. Ça, c'est l'électrode neutre. Ça, elle est faite justement pour relier sur le plan électrique les dérivations unipolaires qu'on va voir tout à l'heure. Alors voilà, D1 se présente comme ça, D2 se présente comme ça, et D3 se présente comme ça. Et nous avons les 3 dérivations donc périphériques. Très bien. Maintenant, les dérivations unipolaires. Les dérivations unipolaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là, lever la main? Une étudiante a levé la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Dunya Henda. Vous avez levé la main? Pourquoi? Bon, personne ne parle. Alors, dérivation unipolaire. Alors, la dérivation unipolaire, il reste moins d'1 minute. Donc, je préfère m'arrêter maintenant, parce qu'il va y avoir une coupure, et on va reprendre le cours sur les dérivations unipolaires. Alors, à tout de suite.